Hello, my name is Harris Gluckman. I'm with Je m'appelle the Harris Center for Gluckman. Governance and Sustainability. Je travaille au Centre de gouvernance et de durabilité à l'Université du Massachusetts à Boston. J'ai deux remarques que je voudrais partager avec les intervenants pour avoir leur réaction. Tout d'abord, le concept de gouvernance horizontale. Je comprends bien ce que vous dites et comment les asymétries de pouvoir entre les participants, je voudrais savoir comment on aborde ces questions. En tant que scientifique, en tant que spécialiste de sciences politiques, je n'ai pas entendu parler des luttes de pouvoir, parce que vous avez une combinaison d'acteurs, et est-ce qu'il y aurait un statut équivalent dans les positions économiques, politiques, les manières institutionnelles ou les asymétries de pouvoir. Donc ma question c'est sur les asymétries de pouvoir et comment on aborde ces questions sur les différents niveaux, au niveau de la gouvernance horizontale. Deuxième question sur la démocratie. Les processus d'élection des participants se font-elles est-ce qu'il y a un nouveau concept de démocratie ou est-ce que, pour être honnête, est-ce que l'on fait fi de la démocratie dans ces processus d'élection des acteurs responsables? Voilà, ma deuxième remarque, c'est sur le concept de partenariat. Nous avons déjeuné à l'école de gestion de Reims. Lorsqu'il y a des partenariats entre entreprises, on rédige de manière très détaillée qui va faire quoi, qui investit combien, qui prend des risques, comment on envisage de mettre fin à tout cela si nécessaire, et ces accords de partenariat constituent la base même des attentes et des obligations des parties qui signent l'accord. On utilise le mot partenariat dans une signification sociale. Il y a deux personnes qui peuvent former un partenariat, par exemple, et deviennent partenaires. Et dans le dialogue politique, je crains qu'on galvaude ce mot sans compréhension concrète de sa signification. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un engagement personnel romantique à long terme? Est-ce aussi clairement établi qu'un accord commercial? Donc, dans le domaine universitaire, moi je propose qu'on ne cesse d'utiliser le terme partenariat. Sinon, si on continue à l'utiliser, je crois qu'il faut qu'on le définisse. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire quelque chose. Cette question était formidable, mais pour que chacun puisse s'exprimer, essayons de faire en sorte que les questions soient brèves. Il faut que les questions soient plus brèves que les exposés. Et assurons-nous que les questions sont suivies d'un point d'interrogation. Professeur Roubia. Je parle à Madame Andronova, si vous le permettez. Vous nous parlez de la création d'une structure internationale censée être intergouvernementale, censée s'occuper de l'environnement, de comparer les aspects économiques, les aspects sociétaux et ainsi de suite. Mais je croyais que ça existait, l'Agence pour l'énergie internationale. C'est à Paris, c'est pas loin en TGV. Quelle est la différence entre l'agence que vous voulez créer et, à terme, quelles modifications faudrait-il apporter pour que l'Agence internationale de l'énergie fonctionne comme vous le proposez? On ne peut pas inventer des choses ad infinitum. J'ai une autre question, si vous le permettez. Dans votre troisième exemple, vous parlez de la Suisse. Pensez-vous que la Suisse où vous vivez puisse accepter l'idée que la décision sur l'avenir énergétique puisse échapper au référendum suisse? Pensez-vous que les Suisses vont bien accepter que ce soit un organisme international qui décide de leur avenir énergétique? Thank you very much.
Merci beaucoup. My question is also to Professor Ma question, je la Andonova. pose au professeur Andonova, moi aussi. And it's about the role C'est of une local question sur le governments rôle des in gouvernements all this locaux, new des architecture. autorités locales dans cette nouvelle I think architecture many que vous nous people décrivez. understand Nombreux that sont ceux there qui is a comprennent shift qu'il y in a power and decision-making from the national capitals to the cities itself. qu'on passe du national au local dans How to l'exercice du really pouvoir, make dans this votre modèle. a reality Mais comment faire en in sorte this, que cela devienne une scheme that I réalité? mentioned? Congratulations on that, Félicitations graph d'ailleurs that pour votre details graphique qui nous the donne other actors that were not taken into consideration before les in the MDGs. informations détaillées sur les acteurs qui ne participent pas dans les OMD. J'espère qu'ils deviendront acteurs actifs dans les ODD. Mais je me pose la question suivante. Bien souvent, on nous a dit que le 21e siècle, c'est le siècle des villes, les relations multilatérales entre les villes et ainsi de suite, entre les cités. Mais je ne vois pas ça du tout. Peut-être suis-je pessimiste, mais ce serait intéressant pour moi d'entendre ce que vous avez à dire. Votre point de vue est tout à fait hétérodoxe et je vous en félicite, mais comment voyez-vous ce partage de pouvoir entre les ministères et les municipalités, les administrations régionales et ainsi de suite, non seulement en ce qui concerne les questions environnementales, mais d'une façon générale aussi. Merci beaucoup, Alex. Eh bien, peut-être que nos trois intervenants vont souhaiter réagir. Franck, Liliana. Oui, moi je peux commencer si vous voulez. Je vais répondre à toutes les questions si vous voulez. Et puis les autres intervenants pourront parler après. Alors, la gouvernance horizontale. Dans la gouvernance verticale, il y a des asymétries aussi. Je voudrais dire que les asymétries de pouvoir constituent un aspect de la politique nationale et internationale. C'est pourquoi l'accès à la politique et un niveau de transparence est nécessaire. Cela constitue la seule façon d'aller à l'encontre des asymétries que l'on trouve dans les systèmes hiérarchiques et dans la gouvernance transnationale aussi. La question de la démocratie, c'est pourquoi j'ai délibérément inclus la Suisse dans mon échantillon d'exemples, parce qu'en Suisse, on assiste à un grand changement en ce qui concerne la politique énergétique. Et ce changement est essentiellement poussé par cette idée d'une démocratie très locale, très décentralisée. Et certains de mes étudiants ont fait des études là-dessus. Donc, les centristes veulent s'affranchir du nucléaire et veulent travailler sous la contrainte du climat. Et cela émane du fait que même si l'on veut bâtir des centrales en Suisse, étant donné les référendums et ainsi de suite, ce sera très difficile d'obtenir des autorisations. Donc, c'est inutile de s'accrocher à cette politique énergétique. Et le gouvernement doit donc repenser les choses, combiner les objectifs de sécurité énergétique, d'accès donc par rapport aux contraintes du climat. Donc, c'est adopté au niveau du gouvernement, mais évidemment, il y aura de nombreux débats à tous les niveaux. Même chose avec l'exemple des Galapagos. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un partenariat horizontal et du point de vue du pouvoir brut, eh bien, le consortium d'électricité, le E8, donc les grandes sociétés d'énergie, sont un petit peu invités. Et ils ont été invités par le PNUD qui soutenait l'initiative d'un maire des Galapagos, voyez. Donc, ce sont des questions particulièrement importantes et on ne peut pas répondre en oubliant le processus démocratique. Non, il faut voir les nouveaux moyens qu'il faut envisager pour assurer la transparence et la démocratie à des niveaux différents de gouvernance, plutôt que de faire semblant que ce n'est que dans un gouvernement central que l'on a la transparence. Ensuite, il s'est posé la question de l'Agence internationale pour l'énergie. Tout d'abord, je ne suis pas en faveur d'une nouvelle agence internationale. Franck, lui, veut bien qu'il y en ait une nouvelle.
Et Franck, évidemment, répondra à la question. Mais moi, je disais que, certes, il y a des agences existantes, il y a les ODD, et il faut adapter les choses pour prendre à bras-le-corps les expériences technologiques et les hisser à un niveau supérieur. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Attendez, je vais tâcher d'expliquer cela. Moi, je dis que si l'Agence internationale de l'énergie constitue un acteur important, l'une des critiques que l'on peut faire, c'est qu'elle met trop l'accent sur l'approvisionnement et sur les carburants fossiles. C'est pourquoi IRENA a été créé par certains gouvernements. Mais c'est un autre débat. Faut-il une agence spécifique pour les renouvelables? IRENA, vous connaissez? Et donc, mais ce que je dis sur la montée en puissance, changement de dimension, le redimensionnement, si vous voulez, ça revient à ce que je disais sur le rôle des villes et des gouvernements. Le système multilatéral a-t-il les moyens financiers et institutionnels pour dupliquer, répliquer les expériences technologiques du marché au niveau local? Autrement dit, si nous devons améliorer l'accès à l'électricité en Afrique, il me semble qu'il y a de nombreuses façons de s'y prendre sans de grands réseaux. Il y a de nombreuses communautés qui ont, de manière réussie, lancé des systèmes pour améliorer l'accès à l'énergie au niveau local. Mais le système international actuel n'a pas ce qu'il faut pour prendre ces petites initiatives à petite échelle pour que ça soit fait à une plus grande échelle. Une façon de s'y prendre, si l'on prend les villes, par exemple, c'est de considérer qu'il y a plusieurs mouvements de villes en faveur de mesures contre le changement climatique qui adoptent de nouvelles mesures avec des technologies plus efficaces d'un point de vue énergétique et ainsi de suite. Nous savons que ces mouvements existent. Nous savons qu'il y a des engagements au niveau des villes, mais on ne sait pas leur efficacité et on ne sait pas si on peut ou comment il faudrait passer à une échelle plus importante. La Banque mondiale et UN Habitat ont tenté de créer un système qui tienne compte des réductions d'émissions au niveau des villes, donc il s'agit d'initiatives volontaires, pour trouver un système de prendre ces initiatives à un niveau supérieur. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'instruments systématiques ou suffisants au niveau international pour travailler avec les communautés locales pour arriver à quelque chose de très important pour ce qui est du redimensionnement à une échelle plus importante d'expérience qui aurait pourtant marché à un niveau local. Je crois que ça répond peu ou prou à votre question. Donc, dans le UNS 3C, ce sera important d'avoir des mécanismes de transparence pour ces initiatives horizontales pour voir si l'efficacité est au rendez-vous. Et s'il y a efficacité, il faut que cela soit décliné à un niveau plus important. C'est peut-être utopique, mais c'est ça la réalité d'un monde très intégré. Sinon, il y a les marchés, certes, mais nous travaillons dans le domaine de la science politique, nous travaillons au niveau institutionnel. Et on voit comment les institutions peuvent donner les bons déclencheurs. Et les marchés par rapport aux institutions restent un autre débat. Hein. Franck et Peter, 2 minutes chacun, si vous voulez bien, pour que l'on puisse ensuite poser d'autres questions. Il me semble que si ces choses-là ne fonctionnent pas, il faut les changer. Et il faut qu'ils s'adaptent aux règles. Il ne faut pas inventer de nouveaux systèmes. Oui, mais il faut quelques petits changements pour que la diffusion des bonnes pratiques ait lieu. Demain, nous avons une présentation sur cela. Nous aurons l'expert mondial sur cela demain. Franck, vous voulez dire quelque chose?
Dans les papiers, en fait, nous n'utilisons pas ces termes. Et la réussite du terme partenariat, c'est parce que, en fait, chacun a une compréhension différente de ce terme. C'est un peu comme la liberté ou la démocratie, on a des termes différents. Normalement, nous utilisons des termes comme les réseaux transnationaux ou ce genre de choses. Le mot partenariat, maintenant, c'est répandu parce que ça vient également du secteur privé. Et à cause de cela, il y a peut-être une autre compréhension du terme. Et c'est presque comme si le secteur privé, l'industrie, par exemple, ceux qui recherchent d'autres bénéfices, peut-être pas les bénéfices de la protection de la planète, mais également bénéfices. Il y a Eshke Smear qui a écrit un livre excellent sur comment ce terme partenariat s'est développé depuis 200 ans. En fait, c'est un mot qui a été utilisé dans plusieurs sources différentes et puis c'est un mot qui a été utilisé pour à Rio et ailleurs. Et comment les groupes différents ont utilisé ce terme. Et puis également, on promue leurs propres intérêts. Je pense que ce panel de haut niveau est la dernière étape dans cela où nous pouvons voir que le partenariat maintenant est devenu un genre de religion que nous devons tous suivre. Maintenant, pour parler de la démocratie, là, c'est vraiment l'un des défis les plus importants. Réinventer le terme démocratie ou même la démocratie dans le 21e siècle. Quand on parle des questions nationales, cela concerne la représentation des générations futures. Et deuxièmement, la question de savoir comment nous pouvons organiser un système démocratique qui protège les intérêts à long terme. Ceci a déjà été fait, par exemple, dans certains secteurs, la protection des monnaies et, par exemple, le commerce. Cela ne font plus partie d'un processus démocratique, c'est réglé par la Banque centrale ou d'autres questions, par exemple le Parlement qui, en fait, a également ne traite plus de certaines questions, mais qui sont traitées par des tribunaux. Alors, comme nous avons fait ceci pour la monnaie, pour les questions de ce genre-là, c'est la même chose pour la démocratie. Tous les 4 ans, nous faisons des élections et nous devons nous préparer pour cela. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup de recherches pour savoir ce que nous entendons par le mot démocratie. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Et moi-même, j'ai parlé de ces 3 choses, une assemblée parlementaire mondiale, une société civile et troisièmement, un genre de forum des citoyens qui sont choisis d'une façon aléatoire. Et je trouve que ces 3 propositions, ces 3 domaines sont des propositions concrètes. Et là, vous pouvez en fait rendre le système des Nations unies un peu plus représentatif. Je n'ai pas de préférence, mais je trouve que les 3 ont des points forts et l'Assemblée parlementaire mondiale, à mon avis, et l'idée qui semble recevoir l'aval de la majorité des gens, des parlementaires européens, des partis verts, sont en faveur de cette idée d'une assemblée parlementaire au sein des Nations unies. Et bien sûr, cela pose plein d'autres questions. Quand on nous parle un Parlement et que peut-on faire avec ces assemblées? Et puis, pour revenir à la question de l'énergie, bien sûr, j'ai proposé des associations que vous avez sentées, mais nous pouvons dire que l'énergie est un secteur qui est vraiment très compliqué. D'un côté, vous avez l'AIE, de l'autre côté, vous avez ARENA. Et c'est vraiment une histoire de réussite assez facile
fascinante. Microphone, s'il vous plaît, pour les commentaires. Je pense que nous ne puissions pas parler d'efficacité, mais je pense qu'il s'agit ici de la création d'institutions. Voilà un petit groupe de pays qui ont décidé de créer une institution qui est en dehors du système multilatéral et puis maintenant a été ratifiée par tout le monde. C'est vraiment une façon nouvelle de créer une organisation internationale. Puis, il y a l'Agence d'énergie nucléaire. Donc, pour la politique énergétique, c'est organisé selon les sources et non les services. Et je trouve que ceci n'est pas vraiment très efficace comme méthode, mais demain, nous allons en parler. Et en ce qui concerne les villes sont fascinantes. 50% de notre population vit dans les villes, 70% dans l'avenir proche. Donc, l'espèce humaine est une espèce urbaine. Et je pense qu'il y a 2 points qu'il faut se dire. Tout d'abord, les villes sont un acteur global dans la politique. Et donc, il y a ces réseaux, ces 40 des villes où les maires se réunissent, se mettent d'accord sur les politiques ou les normes ou les bonnes et des codes de déontologie. Et puis là, on n'a plus besoin de la convention climatique ni d'autres accords si les villes elles-mêmes établissent des accords. Il y a un peu de recherche qui a été effectuée sur cela. Un groupe à Oxford a étudié tous les accords qui existent entre les villes. Et en fait, ce n'est pas tout à fait clair que cette approche de gouvernance est vraiment efficace, mais c'est une hypothèse intéressante et il faudrait peut-être le voir de plus près. Mais je trouve que la solution réside dans les villes. Et j'étais à une autre conférence où il y a eu une présentation intéressante où les villes sont à l'heure actuelle linéaires, les ressources rentrent dans les villes et le reste sort. Et il faut trouver un moyen où les villes deviennent circulaires, réutilisent. Et donc, maintenant, les technologies et les nouvelles idées de recyclage, de réutilisation circulent. Et si les villes arrivent à faire cela, à ce moment-là, nous aurons fait vraiment des progrès importants. Et les maires, les autorités locales, les municipalités, en fait, tous ces groupes peuvent, en fait, déclencher ce processus. Merci. Peter, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais revenir à cette question sur le langage. Et il y a une utilisation politique de la langue, du langage, et l'efficacité de cette utilisation. Bien sûr, avec la question de partenariat, bien sûr, c'est peut-être facile de les mettre ensemble. Et le mot durabilité, je crains aille dans le même sens. C'est-à-dire, tout le monde voudrait dire que ce qu'ils font est durable. Et donc, c'est très difficile d'arriver à évaluer l'efficacité ou l'impact de ces activités durables. Nous pouvons parler d'autres façons de procéder. Vous pouvez prendre n'importe quelle phrase, n'importe quel objectif et remplacer un terme avec le mot durabilité, mais cela ne marche pas. Je voudrais dire juste une chose sur le partenariat. Cela concerne l'ambiguïté créative. Quand on parle de régimes internationaux, tout à fait au début dans les années 70 ou 80, il y avait beaucoup d'ambiguïté sur ces questions. Et la pensée critique est une chose excellente pour faire fonctionner un concept. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des partenariats et nous ne pouvons pas l'éviter. Moi-même, j'ai travaillé sur cela et avec Franck, nous avons eu des échanges ici et nous avons essayé d'utiliser d'autres termes. Mais en fait, il n'y a pas d'autres termes car un partenariat est en fait une combinaison
partenaires, d'acteurs et des objectifs communs. Mais c'est très varié. Mais il y a des phénomènes qui ne sont pas toujours définis exactement, mais cela ne nous empêche pas de les nommer. Donc, soit vous considérez le partenariat est une nouvelle conspiration néolibérale, ou bien c'est un autre terme qui indique un développement important dans la gouvernance. Et je pense qu'il est impossible de travailler sur, par exemple, la santé mondiale sans prendre en compte ces partenariats, car certaines des nouveautés, certaines des réussites dans la santé mondiale viennent justement du fait que des personnes multiples travaillent dans des pays différents. Et c'est un moyen très important pour développer la gouvernance, parce que sinon, nous ne pouvons pas l'ignorer et pourrait avoir quelques connotations néolibérales. Merci. Nous avons 2 minutes avant la pause café. Arthur a déjà le micro en main, donc je pense que c'est à lui de faire un commentaire. Surtout que nous vous avons déplacé jusqu'à demain. J'ai une question simple à ces scientifiques politiques excellents. Depuis 40 ans, vous avez pu voir que les diplomates, les ministères des Affaires étrangères sont immobiles. Et là, comment faire pour faire passer ces nouvelles idées? Nous avons des systèmes qui sont gelés. Et comment faire pour que ces systèmes aillent dans le sens que nous avons indiqué? Est-ce qu'il y a des moyens pratiques pour faire, à part la révolution, c'est la seule chose qui ait marché de par le passé. Comment faire pour introduire des changements dans ces systèmes qui sont complètement coincés? Alors, Peter a une réponse en 2 secondes. Il faut une bonne crise. Nous l'avons déjà eue en 2008. Une crise financière. Vous avez besoin d'une crise plus importante. Une grande crise. En fait, Fukushima a fait exactement cela pour le nucléaire. Allez, encore une question. Okay, thank you. Rescaling, Liliana. Je voudrais revenir à ce que Liliane a dit sur modifier les échelles. Je suis fier français de cette université. Là, Liliane, je suis d'accord. Mais sur la majorité qualifiée, sur les élections ou les votes, cela existe au FMI, où il y a vraiment de l'argent. Mais est-ce vraiment une solution? Voilà ce qui s'est passé avec la France, avec l'exception culturelle, où la France a décidé qu'elle n'allait pas bouger sur cette question de l'exception culturelle et a réussi dans ces négociations très difficiles avec les États-Unis. Et puis, Peter, vous avez parlé de cas individuels, la sécurité alimentaire, énergétique et l'énergie durable. Mais si vous les regroupez, vous pouvez arriver à des intérêts conflictuels. La réponse est oui. Très bien. Soit nous prenons du café froid ou bien nous avons des réponses. Peut-être 2 minutes par participant, si quelqu'un a quelque chose à dire.
FMI, oui, la FMI représente les pays riches. 20% qui gaspillent 72% des ressources. Donc, ce mécanisme ne peut pas être transféré à d'autres. Ce n'est pas juste. C'est ce que vous entendez par cela. Donc, cette question de un bailleur de fonds, une vote, c'est quelque chose qui devrait être limité à la Banque mondiale et au FMI. En fait, pour répondre à votre première question, je suis un peu plus optimiste ce matin. Nous avons parlé des générations et je pense que les troisièmes et les quatrièmes secrétaires dans les ambassades, eh bien, ont d'autres idées. Et ils disent que les années 70 sont finies, faisant autre chose. Donc, les jeunes de Guatemala, de Costa Rica, en fait, ils commencent à voir des choses différemment. Et donc, dans les ministères, dans les ambassades, ça bouge aussi. Et je trouve que ce n'était pas du tout comme les années 70 et 80. Mais pour répondre d'un point de vue institutionnel, en fait, il faut faire participer d'autres, à part les personnes des ministères des Affaires étrangères. Il faut faire venir les ONG et aussi des citoyens, des parlementaires, des autres pour élargir le processus de discussion. Et je pense qu'il y ait déjà des mouvements, des changements. Peut-être c'est qu'on ne puisse pas faire une omelette sans casser les œufs. Pour répondre à la question des institutions, tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes règles de vote pour chaque prise de décision. Deuxièmement, Franck a parlé d'élargir le rôle de l'organisation, mais vous devez également avoir des personnes qui sont expertes en finance dans les décisions sur l'environnement. Et troisièmement, il faut avoir des réunions ailleurs qu'à New York. Si vous avez besoin de prendre des décisions, en fait, il faut aller ailleurs, pas là où le rhétorique, le discours est encore figé dans les années 70. Et puis, en ce qui concerne la conception institutionnelle, si vous avez une institution à plusieurs chambres où vous avez une représentation du secteur privé, des scientifiques, de la société civile, en parallèle avec le gouvernement, les gouvernements peuvent voter, bien sûr, comme ils veulent, mais il y a beaucoup plus de transparence. Donc, si les gouvernements font quelque chose qui n'est pas souhaitable, à ce moment-là, ils seront de toute façon critiqués. Il y a plusieurs modèles, le BIT, les Nations unies et d'autres ont des observateurs qui représentent ces communautés, ces minorités. On pourrait avoir un panel parlementaire où ils peuvent se parler jusqu'à extinction. En fait, c'est ce que les gouvernements font déjà. Mais il y a un moyen, justement, de couvrir cette question de la responsabilité d'État sans rentrer dans la question de souveraineté nationale et des organisations internationales. Ma réponse serait beaucoup plus une question de subsidiarité. Si dans ce secteur, on suivait le même schéma que les droits de l'homme, si on pouvait au moins adopter des normes et peut-être déléguer cette autorité à d'autres organes, eh bien, à ce moment-là, il est possible d'agir à des niveaux différents. Donc, même si au niveau le plus élevé, c'est bloqué, vous pouvez avoir des ONG en partenariat entre les ONG, vous pouvez avoir une révision périodique par les scientifiques, par les ONG, et c'est une question de subsidiarité. Et là, la science, les évaluations externes pourraient jouer un rôle plus important.